Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics. Un épisode dans lequel je vais passer en revue, comme d'habitude, mes quelques lectures diverses et variées de la semaine. Alors, juste un petit mot pour commencer sur l'épisode de la semaine dernière, qui était consacré à Criminal d'Ed Brubaker. Et le hasard faisant bien les choses, on a appris cette semaine qu'Amazon avait donné son feu vert à une série Criminal. Et la encore meilleure nouvelle, c'est que Ed Brubaker devrait en être le showrunner. Donc, ça s'annonce sous les meilleurs auspices possibles. Et j'avoue que je suis déjà assez impatient de voir ça, ce qui m'arrive quand même pas très souvent quand il s'agit d'adaptation de comics sur le petit ou le grand écran. Alors, on commence, on commence cette semaine avec le tome 3 de The Department of Truth, toujours de James Tynion Duforth au scénario, mais cette fois sans Martin Simmons, mais par contre avec une belle brochette d'artistes pour le remplacer. Alors on va aller assez vite parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo consacrée à la série, et j'en ai fait mon titre de l'année dans mon best-of 2022. Je vous invite à aller y jeter un œil si vous ne connaissez pas du tout cette série. Et pour ceux qui connaissent déjà, ce troisième tome contient 6 épisodes, chaque épisode étant illustré par un dessinateur différent, et tous ces épisodes se situent en marge du récit principal puisqu'ils se déroulent dans le passé, et même parfois dans un passé très lointain. Le premier épisode, qui est dessiné par la française Elsa Chartier, se situe en l'an 1000, et on découvre pour l'occasion que toutes les forces en fait qui sont à l'œuvre dans cet univers, elles le sont déjà depuis des siècles. Alors, comme d'habitude, James Tynion Duforth s'inspire de théories réelles, et en l'occurrence, le résultat est quand même assez brillant. On passe ensuite aux années 50, avec les origines d'un personnage secondaire de la série, et dans cet épisode-là, on aborde tout un tas de phénomènes qui sont liés aux soucoupes volantes, aux extraterrestres et aux hommes en noir. Et alors, là encore, le scénariste utilise tout un tas de témoignages authentiques de l'époque, et là, on est vraiment dans un récit et dans une ambiance à la X-Files. Et cet épisode, lui, est illustré par Tyler Boss. On poursuit ensuite, voilà, avec un épisode en fait qui va mélanger science et ésotérisme, et qui du coup va donner quelques clés supplémentaires pour comprendre davantage l'univers de The Department of Truth, comment cet univers fonctionne, quelles sont ses règles, et quels sont aussi les enjeux et les motivations de différents protagonistes. Et ça, c'est un épisode qui est illustré par John Pearson. On continue. L'épisode suivant, il est là. L'épisode suivant s'inspire en fait d'un fait divers qui a eu lieu en 1967. L'effondrement d'un pont sur l'Ohio qui a fait à l'époque 46 morts, et qui en fait va donner ici naissance, une fois de plus, à une théorie totalement délirante. Et cet épisode en fait est présenté sous la forme d'un interrogatoire qui est illustré par David Romero. L'épisode suivant, on progresse dans le temps et on arrive à San Francisco. Et alors, San Francisco, en plein Summer of Love en 1967. Et ça nous donne un épisode qui est totalement psychédélique, et ça ressemble à un trip sous LSD. Et je trouve que c'est vraiment assez remarquablement mis en scène par Alison Sampson. Et on termine avec Jorge Fornes,
pour un épisode qui va se passer en grande partie dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, à la fin des années 60, et un épisode dans lequel il est question d'un événement historique qui était déjà au centre du tout premier épisode de la série. Et donc au final, on a 6 épisodes dont le but est en fait de donner davantage d'épaisseur à l'univers de The Department of Truth et à certains de ces personnages récurrents qu'on retrouve ici. Et du coup, on perçoit un peu plus clairement quelles sont les différentes forces en présence et les motivations des différents personnages, ainsi que les enjeux de toutes ces manipulations de l'histoire de l'humanité. Et en ce qui me concerne, ça reste vraiment la meilleure série de comics à l'heure actuelle. C'est vraiment la série qui décrypte le mieux toutes les dérives de la société contemporaine. Et ça va du complotisme qui se répand un peu partout jusque à la montée de l'extrême droite. C'est une série qui est vraiment une série politique et ça continue d'être une lecture absolument indispensable. On reste avec James Tynion IV pour un autre titre qui est sorti fin janvier chez Urban Comics. C'était le mois, James Tynion IV chez Urban Comics. Et c'est donc Sandman Nightmare Country, qui est dessiné par Lisandro Esteren. Et alors, Nightmare Country, c'est la série qui est consacrée aux Corinthiens, qui est quand même l'une des créatures les plus célèbres du Sandman original, et qu'on retrouvait dans l'adaptation qui en a été faite chez Netflix. Et alors, le Corinthien est donc de retour dans une nouvelle incarnation, et son retour est ici lié à une jeune artiste qui s'appelle Flynn, et qui a toute une série de visions et de cauchemars qu'elle essaie de retranscrire dans ses peintures. Et alors évidemment, comme on est dans l'univers de Sandman, on passe sans arrêt de l'univers des rêves au monde réel, et tout ça se mélange et interagit au fil des pages. Alors, j'avoue quand même que j'ai été plutôt déçu par ce premier tome. Alors déjà, il y a les dessins de Lisandro Esteren. Esteren, c'est un dessinateur argentin que j'avais découvert sur Redneck, la série vampirique de Donny Cates. C'est une série dont Delcourt avait publié les 3 premiers tomes en France. Et par contre, je pense qu'on n'aura jamais la suite parce que le dernier tome en date, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'il est paru. Et depuis, plus de nouvelles. Et alors, Esteren a un style à l'arrache avec un trait qui est vraiment assez minimaliste. J'ai l'impression que ces planches seraient quand même vachement vides si on enlevait les couleurs de Patricio Delpech. Et puis surtout, je trouve que son dessin est quand même très inégal. Parfois ça fonctionne très bien et parfois ça fonctionne pas du tout. C'est vraiment ça passe ou ça casse sur chaque planche quasiment. En ce qui me concerne en tout cas, je préfère nettement le dernier épisode, qui n'est pas dessiné par Esteren mais par Maria Lovett, que je trouve vraiment beaucoup plus réussi. Et j'aurais bien aimé l'avoir dessiné l'ensemble de la série plutôt que cet unique épisode. Et alors, à noter aussi que dans chaque épisode, on a une séquence qui se passe dans le songe, dans le royaume des rêves donc, et qui est illustrée par un dessinateur différent. Alors, dans le premier épisode, voilà, on a des planches qui sont dessinées par Yannick Paquette. Dans l'épisode suivant, les planches sont signées Andrea Sorrentino. Et on a ensuite on a des planches de Francesco Francavilla, de Danny et d'Aaron Campbell. Alors, côté scénario, là aussi, je suis plutôt déçu. Je trouve que l'intrigue est assez décousue et qu'elle fonctionne avec une série de coïncidences qui sortent de nulle part, juste pour faire progresser l'intrigue dans le sens que souhaite le scénariste. Je trouve que les personnages sont dans l'ensemble écrits de manière très superficielle. Et alors, on a ici un duo
un duo de tueurs sadiques et totalement déjantés, mais comme on en a vu genre 12 milliards depuis ces 30 dernières années, c'est vraiment pas original. Et là-dessus, vraiment, j'ai l'impression que James Tynion de Forth, il accumule les poncifs sur cette série. Et franchement, vu l'estime que j'ai pour son travail en général, là, cette fois, je suis assez franchement déçu. Alors, faut pas exagérer non plus, il y a quand même des éléments intéressants par-ci par-là. C'est pas une purge à lire non plus, mais c'est décevant. Je lirai sans doute la suite quand elle sortira, mais pour l'instant, honnêtement, j'arrive pas à m'enthousiasmer. Ensuite, on va quitter James Tynion de Forth et Urban Comics pour faire un tour du côté de iComics. iComics qui, c'est miraculeux, ils ont sorti en janvier un titre qui n'est ni du Tortue Ninja, ni du Rick et Morty. C'est Blue and Green, un graphic novel qui est signé Ramvi et Anand R.K. De son nom complet, c'est Anand Radhakrishnan. Alors, première chose sur cet album, les planches sont vraiment, mais vraiment très belles. Radhakrishnan a un style à la Bill Sienkiewicz ou à la Dave McKean, mais alors période Arkham Asylum. Et c'est un mélange de différentes techniques. Et sur cet album, il bosse avec John Pearson aux couleurs. Et je trouve que le duo fonctionne vraiment à la perfection. Et je trouve qu'ils se complètent remarquablement bien là-dessus. Et alors d'ailleurs, ils ont été récompensés en 2021 du Eisner Award du meilleur peintre ou artiste multimédia. Et franchement, c'est mérité. Et alors en plus, non seulement les planches sont belles, mais le scénario de Ramvi est pas dégueulasse non plus. Alors c'est l'histoire de Eric Dieter, qui est un musicien un peu raté, qui s'est reconverti en prof de musique, et qui retourne dans la maison familiale en apprenant le décès de sa mère, avec laquelle il avait une relation très compliquée. Et à cette occasion, il va retrouver dans les affaires de sa mère une photo qui va l'amener à enquêter sur le passé de sa famille, et cette enquête va très vite devenir obsessionnelle pour lui. Alors, dans cette histoire, Ramvi traite différentes thématiques qui sont plus ou moins liées entre elles. Il y a l'histoire d'un homme à la recherche de ses origines, qui s'interroge sur ce qu'il est devenu et sur les choix qu'il n'a pas fait. Il est question aussi d'un lourd secret de famille. Et en même temps, à travers cette histoire, Ramvi s'interroge sur la création artistique, sur ce qui fait la différence entre un musicien doué et un génie, et sur le prix à payer pour y parvenir. Et évidemment, il est beaucoup question de jazz dans cette histoire. Blue and Green, à l'origine, c'est un morceau de Miles Davis, Bill Evans et John Coltrane. Autant dire que ça fait quand même beaucoup de génie sur un seul morceau. Et le récit, il est souvent aux limites du fantastique, et il va même, à l'occasion, franchir cette limite et passer de l'autre côté, comme on le voit sur ces planches. Et là encore, ça renoue avec tout un tas d'histoires liées à la création musicale et à ce qu'il en coûte à un créateur de tout donner à son œuvre. Et donc, vraiment, ouais, c'est un très très bel album. C'est vraiment une œuvre qui est très riche, et tant au niveau graphique qu'au niveau du scénario. Et là encore, c'est une lecture que je recommande cette semaine. Alors, on va terminer cette semaine, comme on l'avait commencé. Mardi, j'ai publié une vidéo consacrée à Hulk Gris, et de Jeff Loeb et Tim Sale. Et on va terminer avec la réédition d'une autre de leurs œuvres majeures, Superman for All Seasons, qui était sortie quelques années avant, en 1998, et qui aura donc 25 ans cette année. Alors, Superman for All Seasons, la série revient en fait sur les débuts de Superman, quand il découvre ses pouvoirs à Smallville, la petite ville où il a grandi, et ensuite quand il part à Metropolis, où le monde entier va découvrir
Superman. Et c'est une histoire qui joue sans arrêt sur le contraste entre le monde dans lequel Superman a grandi et celui qu'il découvre une fois adulte. Et alors, Smallville par Jeff Loeb et Tim Sale, c'est vraiment l'archétype de la petite ville rurale américaine qui a l'air à jamais figée dans les années 50 et où rien ne change jamais. Tim Sale dit qu'il s'est beaucoup inspiré du travail du peintre Norman Rockwell, à qui il dédie d'ailleurs cette mini-série. Mais effectivement, on retrouve ici cette manière de mettre en scène une Amérique d'une autre époque. C'est une espèce de version idéalisée. Et par contre, quand il arrive à Metropolis, Clark Kent, il se rend compte tout à coup qu'il découvre un monde qui est beaucoup plus complexe, et un monde dont il ne comprend pas forcément comment il fonctionne. Et malgré tous ses pouvoirs, il se sent tout à coup totalement démuni face à ce qu'il découvre. Alors, ça peut sembler assez caricatural cette manière d'opposer ces deux mondes, ça l'est sans doute, mais en même temps, comme il est question de Superman, à mon avis, je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. C'est la confrontation entre une vision idéalisée de l'Amérique, qui est incarnée par Superman depuis ses origines, et d'un autre côté, le monde contemporain qui n'a que une très lointaine ressemblance avec cette vision idéale. Je pense qu'avec un autre super-héros, à mon avis, ça fonctionne pas. Mais avec Superman, il se trouve que ça marche. Et puis surtout, Tim Sale fait quand même là un boulot absolument superbe, qui est très très différent de son travail sur The Long Halloween. Là, on a des planches qui sont lumineuses et qui sont mises en couleur par Bjarne Hansen. Et ça donne vraiment une toute autre tonalité à ses dessins par rapport à ce qu'il a pu faire sur Batman les années précédentes. Alors, si vous avez la vieille édition en 2 tomes, qui était parue chez Semic à l'époque, la nouvelle édition apporte rien de plus, si ce n'est que, comme on le voit ici, le format est un peu plus grand. Par contre, la traduction d'Alex Nikolavitch, c'est la même. En survolant vite les deux, j'ai l'impression qu'elle a été révisée, mais vraiment à la marge. Et à part ça, rien ne change. Et donc, si vous ne l'aviez pas, là encore, je recommande très très vivement cet album qui reste, en ce qui me concerne, une des plus belles histoires de Superman. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. La semaine prochaine, je ferai sans doute une vidéo sur la collection Urban Nomads, vu que j'ai enfin acheté mes premiers volumes dans cette collection. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.